BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 24 octobre. Le président Emmanuel Macron était en Israël ce jour, à Tel Aviv, où il a rencontré les familles des victimes du Hamas, à Jérusalem, où il s'est entretenu avec le Premier ministre israélien, monsieur Benjamin Netanyahou, à Ramallah, en Cisjordanie, où il a rencontré Mahmoud Abbas. Et il doit peut-être, au moment où je vous parle, se rendre dans quelques instants en Jordanie, à Amman précisément, pour dialoguer avec le roi Abdallah II, peut-être un peu plus tard dans la soirée. Un périple en tout cas qu'on espère fructueux. Et puisque le président de la République Emmanuel Macron n'est pas le premier président français à se rendre évidemment dans cette région du monde qui reste hélas un piège diplomatique, j'aimerais vous montrer cette photo prise il y a quelques années à Ramallah. Regardez, Jacques Chirac Street, trace de la politique d'un de ses prédécesseurs. Y aura-t-il un jour une Macron Street là-bas? Qui sait? Jusqu'à 21h en tout cas, nous nous poserons la question si le en même temps du président Macron est exportable aujourd'hui au Proche-Orient et si une trêve humanitaire, comme l'a dit Madame Borne, est possible entre Israël et la Palestine, tout en combattant en même temps, on le sait, les terroristes du Hamas. Julie, pour parler de tout ça, je vous laisse nous présenter nos invités de ce soir et notre équipe. Notre équipe, Églantine Delalleux, journaliste politique. Bonsoir à vous, Églantine. Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous, Pablo. Et Frédéric Hermel, journaliste RMC et écrivain. On est aussi en compagnie ce soir de nos invités. Laurence Saïm, ancienne correspondante en Israël. Bonsoir à vous. Bonsoir. Laurence, Gérard Miller, est-ce que j'ai besoin de refaire les présentations? Je me souviens de lui. Je me souviens de lui. Thierry Arnaud, éditorialiste politique international à BFM TV. Bonsoir à tous les six. Alors on va effectivement commencer par le voyage du président qui, au moment où on se parle, peut-être Thierry Arnaud, vous pouvez nous le dire, il est encore en Cisjordanie, c'est ça? Il doit être en route vers l'aéroport, peut-être déjà à bord de son avion pour décoller, pour se rendre depuis l'aéroport Ben Gourion vers la Jordanie, où il passera la journée et la soirée de ce soir et la journée de demain. Julie. Il avait plusieurs objectifs, évidemment, et il a toujours plusieurs objectifs dans son voyage, Emmanuel Macron. L'un de ses objectifs, peut-être le premier, c'est la libération de tous les otages. Le bilan français a d'ailleurs été revu à la hausse. On parle maintenant donc de 30 morts, 30 ressortissants français morts, et de 9 ressortissants qui sont encore disparus ou otages. Voilà, il était à 7 hier, maintenant c'est 9. Il a rencontré d'ailleurs des familles d'otages en arrivant en Israël tout à l'heure. On regarde cette séquence. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Salut tout le monde, bonjour. Monsieur. C'est Abenoya. Ma fille et ma mère sont mortes, déjà. Mais il y a... Et vous avez des disparus aussi dans la famille? Ce sont deux sœurs. On est sœurs et... La sœur, c'est ma maman. Notre maman. Notre maman. Et ma... C'est quoi le prénom de votre maman? Carmela. Ah oui, Ça, c'était la première étape de ce voyage. C'était à Tel Aviv, carrément à l'aéroport, je crois, avant de rencontrer monsieur Netanyahou. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de ces premières étapes du président là-bas au Proche-Orient? Dès sa descente d'avion, effectivement, je crois que le président il a effectivement deux préoccupations majeures dans ce marathon diplomatique. Le premier, c'est d'essayer de faire avancer le plus possible ce dossier des otages, évidemment avec une préoccupation particulière de son côté pour les otages français. Alors, vous le disiez, Julie, on ne sait pas exactement combien d'otages français il y a. À ce stade, on a la certitude d'une otage, la jeune Mia, âgée de 21 ans, qui était à ce festival de musique dans le désert du Negev. 8 disparus, dont on suppose qu'ils sont otages, mais dans ce que nous disent les autorités françaises, en tout cas, il n'y a pas de certitude. Donc, premier sujet mis sur la table, celui des otages. Deuxième sujet majeur, qui est véritablement le fil conducteur de tous ces entretiens politiques, c'est comment faire pour éviter l'escalade. On a déjà vécu une tragédie. C'est une tragédie pour les Israéliens, une catastrophe pour les Palestiniens. Voilà ce que disait le président il y a quelques minutes à l'issue de son échange avec Mahmoud Abbas. Mais il y a le risque d'une escalade dans ce conflit, d'une escalade de la violence, du fait que le conflit se répande dans la région. Comment éviter ça? Et c'est véritablement ça qu'il cherche. Et ce qui est la clé de ces conversations. J'ai essayé de suivre ce qu'a dit le président toute la journée à Jérusalem avec M. Netanyahou, ensuite effectivement avec Mahmoud Abbas en Cisjordanie, à Ramallah. Et
Alors, on ne va pas dire qu'il y a deux discours, un double discours, mais quand même, on sent bien qu'il y a des nuances. On ne peut pas tout à fait dire la même chose quand on est à Jérusalem que quand on est à Ramallah. Oui, alors il cherche quand même une position d'équilibre malgré tout. Il insiste évidemment plus sur la douleur des Israéliens lorsqu'il est à Jérusalem et il parle de la douleur des Palestiniens lorsqu'il est à Ramallah aux côtés de Mahmoud Abbas. Mais il parle des deux. Et à un moment dans son allocution tout à l'heure, il dit voilà, une vie palestinienne, ça vaut une vie française, ça vaut une vie israélienne. Donc pas de différence de ce point de vue. Peut-être qu'on peut l'écouter, si vous le voulez bien. C'était il y a quelques minutes avec Mahmoud Abbas, donc Emmanuel Macron, qui là le dit, il faut à tout prix épargner les vies des civils palestiniens. On l'écoute. C'est pourquoi la France a maintenu et maintient et même augmente son soutien à la société civile palestinienne et à l'autorité palestinienne. Et je veux le dire ici au peuple palestinien. Je vois, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Et pour la France, rien ne saurait les justifier. Nous nous tenons en particulier aux côtés des 170 Français, personnels de notre Institut français et ayant droit, qui vivent à Gaza aujourd'hui dans les conditions d'insécurité, dans le drame que je viens de décrire. Là, on est à Ramallah. Laurent Saïm, j'ai montré tout à l'heure la photo de cette rue, Jacques Chirac Street. On peut imaginer un jour une Macron Street, vous croyez à ça? Alors on va voir, hein, ça va dépendre de l'évolution de la crise. Moi, ce qui me frappe beaucoup, Laurent, dans ces images, c'est de voir, et vous savez que je connais un tout petit peu Emmanuel Macron, puisque dans une époque de ma vie, j'étais pendant 6 mois en charge pour sa campagne des affaires internationales. Mais là, il y a quelque chose vraiment qui m'interpelle journalistiquement, c'est de voir que Emmanuel Macron lit très précisément ses notes. Et c'est rarissime de voir le président de la République lire aussi minutieusement des notes. C'est-à-dire que parce que je disais, c'est un piège. Voilà. Là-bas, c'est un piège diplomatique. Et vous avez totalement raison. Mais oui. La situation est tellement sensible qu'il sait que chaque mot peut provoquer non seulement une crise internationale, mais vraisemblablement, dans l'atmosphère française dans laquelle on est tous, c'est un sujet sensible. Et donc, on voit bien qu'il a préparé, il y a même le bic avec plein de couleurs, et il lit, mais minutieusement. Il n'y a pas la petite phrase traverser la rue. Et c'est pas dans l'improvisation. Ouais. Je n'ai jamais vu. On voit bien, on Emmanuel décortique Macron actuellement, mais c'est vrai aussi pour la politique politicienne française. Quand on parle de ce sujet, on décortique chaque mot évidemment est pris en compte. Et non seulement ça, on extrait d'une phrase de son contexte, évidemment, on fait dire à son adversaire un peu ce qu'on veut. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, bien entendu, mais là, il marche sur des œufs. Mais moi, je dois reconnaître que moi, j'ai beaucoup aimé Macron aujourd'hui. J'ai suivi toute la journée, toutes les étapes de ce voyage depuis ici. Et j'ai vu plusieurs... Pourquoi il vous a plu, alors? Et moi, il m'a plu parce que je pense qu'il a été digne de la France, digne de ce pays. La France a été représentée vraiment très bien aujourd'hui. Et on a vu plusieurs facettes de Macron. On a eu le père de la nation, en gros, avec les otages, avec les familles d'otages. En tout cas, avec les familles de victimes et d'otages. C'est-à-dire que là, il avait ce côté humain qui était réel et il a fait le travail. Et puis, dans l'ordre protocolaire, la priorité a été donnée aux familles d'otages. Et ça veut dire quelque chose. Ensuite, on a vu le chef de l'État et aussi le chef des armées, qui est le président de la République, avec Netanyahou, quand il parle de cette coalition, etc. Et ensuite, on a eu le diplomate, et comme le dit Laurent Saïm, le diplomate à Ramallah, où il pèse chaque virgule, quoi. Mais justement, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de contradiction quand il dit à la fois il faut apporter une réponse sécuritaire et soutenir l'attaque, la riposte d'Israël contre le Hamas à Gaza, et en même temps, il faut à tout prix préserver la vie des civils. On le dit, il marche sur des œufs, mais concrètement, en même temps, est-ce qu'il est viable? Églantine va vous répondre. En même temps, ça fait partie de la culture aujourd'hui diplomatique. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine, on avait Emmanuel Macron qui parlait en même temps avec Vladimir Poutine, mais aussi avec Zelensky. Et dans la tête de Macron, Emmanuel Macron ne veut pas choisir un camp, parce que choisir un camp, c'est le fait que la guerre continue derrière. En même temps, c'est pas le même contexte, la guerre en Ukraine, que là, parce que le contexte français est complètement différent. Là, il y a quand même eu la France qui a été touché, il y a eu un professeur qui s'est fait poignarder, la crise d'Arras, on a vu des manifestations place de la République, et il sent bien que le moindre mot peut provoquer un dérapage en France. Donc en même temps, il est quand même soigneusement Il a moins d'appétence pour ce sujet par rapport à la guerre en Ukraine. On sent que Emmanuel Macron, le conflit israélo-palestinien, c'est pas son sujet favori, honnêtement, par rapport... Il y a un retour de la France quand même dans cette zone du monde où on avait un peu disparu. Là, franchement, on a vu quelqu'un... Avec Hollande, avec Sarkozy?
Oui, mais là, enfin, on avait perdu beaucoup d'influence. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir, en tout cas sur cette journée, qu'il y a un travail de reconquête d'influence dans cette zone. Gérard Miller. Vous savez, Laurent, qu'à la différence de Laurence, moi, je ne connais absolument pas Emmanuel Macron. Cela dit, lorsqu'il évoque les otages, lorsqu'il déploie un certain nombre d'efforts, évidemment, on ne peut que le soutenir à 100%. Mais je vous trouve assez étonnants les uns les autres de présenter la situation à la fois comme très sensible, ça c'est vrai, mais pas comme très compliqué. Ce qu'on appelle la voix de la France, telle que Jacques Chirac a pu à un moment donné la représenter, ou avant lui, le général de Gaulle. Ce qu'on appelle la voix de la France, c'est quand même très simple. C'est évidemment d'être fidèle à nos alliés, les Américains, Israël, et en même temps de ne pas être... en même temps, vous y venez aussi. En même temps, de ne pas être complètement soumis à, on va dire, l'orientation américaine. C'est ça la position de la France. Donc pour l'instant, on a un président effectivement qui a déjà fait un geste, il faut souligner, d'aller voir l'autorité palestinienne. Ça rend fou les colons, ça rend fou les faucons. Oui, les autres chefs d'État. d'État. négocié avec Netanyahou, ça. Oui, mais les autres chefs d'État qui sont déplacés avant lui, vous confirmerez, Thierry Arnaud, ne sont pas allés. Biden voulait le faire, mais il n'a pas pu. C'est déjà Thierry Arnaud, vous me confirmez ou pas? Certains ont rencontré Mahmoud Abbas, pas à Ramallah, mais ils l'ont rencontré à Amman, en Jordanie. Le président Biden a été privé de cette étape qu'il avait inscrite à son agenda, mais c'était quelques heures après les événements de l'hôpital qui, dans un premier temps, ont été imputés à un bombardement israélien. Et donc, dans les heures qui ont suivi, ces rendez-vous ont été annulés à l'initiative du roi Abdallah et de Mahmoud Abbas, qui ne voulait plus parler au président américain. Pablo Pio-Vivien, je vous redonne la parole. Oui, peut-être qu'on peut rappeler en fait les trois piliers. C'est ce qu'il a dit à Mahmoud Abbas tout à l'heure. Les trois piliers en fait de sa proposition. Le premier pilier, c'est la réponse sécuritaire, comme disait Julie tout à l'heure. La réponse sécuritaire, il propose une coalition. La coalition qui était contre Daesh, il dit on va l'ouvrir, on va la mettre contre le Hamas. Oui, mais c'est un peu compliqué, parce que je rappelle c'est comme la grosse information de la journée. Oui, c'est tout à fait vrai. Je rappelle que un peu rétropédalé, parce que je rappelle que dans cette coalition, il y a quand même le Qatar, par exemple, dont le Hamas est un allié. Mais non, mais c'est compliqué d'aller dire au Qatar. Alors maintenant, c'est super, on va aller bombarder. C'est bien, Pablo. C'est compliqué. Ça a été discuté avec les alliés d'abord. Il n'a pas annoncé ça comme ça par hasard. Peut-être pour ceux qui nous suivent, une petite précision. Il propose donc à Israël que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas. Et évidemment, les contours sont encore un peu flous. Exactement, puisque dans les contours de cette coalition, il y a, et c'est intéressant, pas que des pays occidentaux, il y a aussi des pays dits du Sud, des pays de la région. Or, ces pays ont parfois une relation avec le Hamas qui n'est pas considérée comme nous, on le fait, comme un groupe terroriste. Ça, c'est la première chose. Après, il y a le deuxième point qui est la trêve humanitaire, qui avait été demandée par Elisabeth Borne. Lui, il n'a pas parlé de trêve. Il n'a pas dit cesser le feu. Il n'a pas dit on arrête les bombardements. Il a juste dit ce serait bien qu'on vise pas les civils. Je suis pas sûr que ça soit très écouté dans la mesure où ça a été rappelé par Mahmoud Abbas. Il y a maintenant plus de 6000 morts du côté palestinien. Et la troisième chose, c'est la solution politique. Il dit il faut un État palestinien, il faut une solution à 2 États, etc. Je suis désolé, mais ça, comme l'a rappelé Gérard, ça fait des dizaines d'années en fait que la France est sur cette position, le demande et que ça n'arrive pas. Alors Gérard Miller, justement, parce qu'on vous a pas laissé terminer. Et oui, je voulais dire que la voix de la France était effectivement une sorte d'autonomie par rapport aux États-Unis, et c'est aussi de concevoir que lorsqu'on voit Mahmoud Abbas, qui par ailleurs est très déconsidéré, on considère qu'une grande partie de ce qui serait l'État palestinien est occupée actuellement. Comment aller voir l'autorité palestinienne sans parler des colonies, sans parler du fait que ces colonies sont totalement illégales et qu'une grande partie donc de la Cisjordanie est en quelque sorte dépossédé de ses habitants palestiniens. Donc c'est ça la difficulté pour Macron, c'est qu'à la fois il va voir l'autorité palestinienne et qu'en même temps il ne peut pas, parce que pour l'instant ce serait sans doute jeter de l'huile sur le feu du côté de Netanyahou, il ne peut pas dire que la Cisjordanie est occupée. C'est quand même une donnée massive. Parce que la première étape, c'est la survie d'Israël. C'est-à-dire que la question des colonies en Israël, ça n'existe pas. Aujourd'hui, Netanyahou et le peuple israélien, c'est la survie maintenant. Ne dites pas ça. Un grand nombre de ceux qui ont été tués, un grand nombre des jeunes qui ont été tués, parce que vous avez vu que l'âge moyen de ceux qui ont été tués, ce sont des jeunes, étaient des gens pacifistes. Je l'ai dit dans cette émission avec vous il y a une semaine. C'est la une du Monde, c'est la une du Monde aujourd'hui. Justement pour la majorité. Et on a vu comment ils ont été récompensés de leur appui à la négociation. La majorité des victimes a entre 18 et 30 ans et étaient de gauche, donc plutôt contre Netanyahou. Et pour un État palestinien, c'est quand même ça la grande question. C'est pour un État palestinien. Vous savez bien qu'aujourd'hui, la priorité d'Israël, c'est son existence, là tout de suite. C'est-à-dire que l'État de 2 États, etc. Aujourd'hui, la sécurité. Vous n'avez jamais imaginé que justement de ne jamais permettre aux Palestiniens d'avoir un État, ça mettait en danger Israël. Mais bien entendu, mais là tout de suite,
Vous pouvez pas parler à Netanyahou d'une paix dedans, je sais pas combien d'années. Là, c'est l'existence même d'Israël qui est en jeu. Et même les gens de gauche, et moi tous mes Laurent contacts Saïm a l'air très à effrayé gauche- par ce que vous dites, Fred Et en Herbel. même Laurent temps, même Saïm. les gens très à gauche en Israël savent qu'il faut attaquer. Laurent Saïm. Ça, c'est une réalité. Laurent Saïm. Moi, je crois que dans la crise actuelle, avec une vraie menace, une vraie inquiétude d'un conflit qui dégénère, la parole du politique, là, elle est maîtrisée par « il faut pas que je fasse de gaffe ». Et ça se sent. Ça se sent chez Biden quand il va là-bas. Il a les yeux rivés sur le prompteur. Ça se sent avec Macron qui, lui, va voir Mahmoud Abbas. Et vous avez raison de le rappeler, Thierry. Biden n'a pas pu aller à ce sommet de la paix qui avait été organisé en raison du bombardement, enfin de ce qui s'est passé sur l'hôpital à Gaza. Mais il y a une prudence. Et ils se disent, c'est des hommes aussi comme nous, des hommes et des femmes comme nous, les politiques. C'est... Bon, je vais là-bas. Il faut pas que je fasse de gaffe. Il faut que je fasse attention. Il faut pas que ça me retombe dessus au niveau de la politique intérieure. Il faut que je fasse attention. Il faut que je préserve les deux camps. Donc le en même temps, c'est effectivement dans la situation française très importante. Et maintenant, il y a quelque chose et il faut vraiment insister là-dessus. Il va falloir pour chaque président sauver des otages. Parce que si vous avez des otages qui sont tués, avec des vidéos qui vont circuler peut-être sur les réseaux sociaux, de gens qui vont être assassinés en direct, je peux vous dire que pour un président qui soit français, américain, thaïlandais, avec tout ce qui se passe, ce degré émotionnel qu'on a tous, plus ce degré d'inquiétude, ce sera une crise majeure à gérer. Il a remercié d'ailleurs à nouveau ce soir avec Mahmoud Abbas et Netanyahou le Qatar et le rôle central du Qatar, dont il espère évidemment obtenir beaucoup. En même temps, les Américains, ils disent que grâce au Qatar, ils ont fait libérer 2 otages américains. Ce qui s'est passé. Et le Qatar a un rôle effectivement très important. Vous êtes devenu finalement plus supporter encore d'Emmanuel Macron que Laurent Saïm, Fred Herbel. Oui, non, mais moi je ne suis pas un grand fan de Macron, mais je l'ai trouvé très digne aujourd'hui. Moi je trouve que la parole de la France a été bien portée. Et sincèrement, il n'a pas choisi son camp. Mais je l'ai quand même senti très fort à côté des victimes israéliennes. Enfin, à côté d'Israël aujourd'hui. Et puis, simplement pour terminer la phrase, si vous me permettez Laurent, simplement, il a traité aussi ce sujet comme un sujet de politique intérieure. Parce qu'on oublie quand même que ce sont 30 de nos compatriotes qui ont été tués et 9 qui sont otages. C'est-à-dire que Macron ne gère pas simplement une question internationale. C'est aussi une question nationale. C'est le bilan le plus lourd depuis l'attentat de Nice, d'ailleurs en 2016. Il devrait y avoir un hommage, selon le confrère du Parisien, il devrait y avoir un hommage peut-être aux Invalides dans quelques semaines, selon le Parisien. Plus anecdotique, mais ça a manifestement intéressé Jean-Luc Mélenchon. Dès que je parle de Jean-Luc Mélenchon, je regarde Gérard Miller ou Pablo Pio-Vivia, mais le fait que le président Macron ait appelé M. Netanyahou Dear Bibi, ça a choqué Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, non, ça franchement, c'est tellement secondaire par rapport à ce dont nous avons parlé là. Ce qui est fou, parce que on reproche à Mélenchon justement de ne pas bien choisir les mots, et lui il fait très attention aux mots des autres, manifestement. C'est exact, mais enfin, l'appeler Bibi, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut commenter. Je suis d'accord avec Gérard. D'abord, c'est pas le seul chef d'État à appeler Benjamin Netanyahou Bibi. C'est comme ça. Enfin, c'est une espèce de. C'est pour montrer leur proximité. C'est sûr que quand même, je note. J'ai regardé les deux conférences de presse, l'une avec Netanyahou, l'autre avec Mahmoud Abbas, qu'il avait l'air un peu plus friendly, un peu plus proche de Netanyahou que de Mahmoud Abbas. Même si c'est Mahmoud Abbas qui l'a pris dans ses bras, qui l'a pris dans les bras. Tout à fait. C'est vrai ça, Thierry Arnaud. Alors. Oui, enfin, je pense qu'il a voulu montrer son empathie de manière peut-être plus explicite avec Benjamin Netanyahou. Après, je pense que aussi la manière dont les choses étaient organisées, le fait qu'il soit assis dans 2 fauteuils de manière un petit peu rigide, se prêtait moins à un échange un peu plus, j'allais dire personnel. Et par ailleurs, faut pas exclure non plus l'idée. On sait qu'il a beaucoup d'énergie, notre président, mais d'un début de fatigue. Quand même, il a décollé à 2h du matin, il est arrivé en Israël à 6h. Petit rhume aussi peut-être, parce que la voix était un peu affectée. Il n'avait pas sa voix habituelle. Oui, je pense qu'il a... Et en plus, on ne peut plus prendre d'Actifed, on nous l'a dit depuis 2 jours. Donc, il traîne probablement un petit virus ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y avait aussi peut-être un peu de fatigue dans tout ça. Gérard Miller, pour conclure. Non, mais pour conclure, je suis d'accord avec vous que lorsque notre président est à l'étranger dans une situation si grave, il faut faire bloc pour le coup avec lui. Mais on peut espérer, pour qu'il laisse sans doute un jour une plaque dans les rues de Ramallah, il faut espérer qu'il aille un tout petit peu plus loin
dans la reconnaissance. Chirac, ça lui a suffi d'engueuler des soldats israéliens pour qu'ils deviennent une star en Palestine. Voilà, mais là, faire quand même un petit peu plus pour les Palestiniens me semblerait nécessaire. Chirac était plus pro-arabe à l'époque. Je ne sais pas si c'est pro-arabe, mais il avait le sentiment, effectivement, que la France a une carte à jouer. Je parlais du général de Gaulle. Il faut se rappeler qu'en 67, dans un discours qui avait d'ailleurs quelques relents antisémites, permettez-moi de le dire, à propos du général de Gaulle sur le peuple. J'ai relu les phrases ce matin, effectivement, c'est très étonnant. Ce que de Gaulle disait à l'époque, ça c'est sûr que si Mélenchon avait dit ça, l'Assemblée était totalement finie de la France insoumise. Je pense qu'il ne l'aurait pas dit, Mélenchon. Mais en tout cas, le général de Gaulle avait pris d'emblée, après la guerre des 6 jours, une position extrêmement claire sur le fait qu'il y a occupation, sur le fait qu'il y a évidemment des mouvements inévitablement de colère et de résistance, même disait-il. Il ne pensait pas au Hamas, bien entendu. Donc il faut que le président aille plus loin, que la France aille plus loin dans le soutien aussi à cette cause juste qui est la cause palestinienne. Est-ce que d'ailleurs, ce qu'il va faire là, on le disait, il prend l'avion pour aller à Amman maintenant, rencontrer le roi Abdallah II. L'objectif, ça va être ça aussi, ça va être d'aller plus loin, d'essayer d'éviter l'embrasement aussi dans toute cette région. Il faut trouver les bons interlocuteurs et actionner tous les leviers possibles. Une des difficultés qu'il a et qui était perceptible dans cette journée d'aujourd'hui, c'est qu'il parle à des dirigeants qui sont des dirigeants contestés, l'un et l'autre. Benjamin Netanyahou, c'est un Premier ministre très, très contesté, et qu'il est encore plus depuis les événements du 7 octobre, dont on lui impute la responsabilité, en tout cas de ne pas avoir su venir se prémunir, etc. Mahmoud Abbas, c'est le président d'une autorité palestinienne corrompue, affaibli, qui n'a plus du tout la main sur la bande de Gaza qui est aux mains de Hamas, qui n'a pas organisé une seule élection depuis 2005 et qui lui aussi est contesté par une grande partie de cette population. Donc il a besoin d'interlocuteurs parce qu'ils sont là. C'est le Premier ministre d'Israël, c'est le président de l'autorité palestinienne et c'est avec eux qu'il faut discuter ex officio, si l'on peut dire. Mais en même temps, il sait que ces leviers-là, ce ne sont pas forcément des leviers. Ils sont indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. Et il faut aller en chercher d'autres ailleurs. Thierry Arnaud, un mot très court sur le président israélien Isaac Herzog. J'en parle parce qu'il sera chez Yves Calvi demain, interviewé par Ulysse Gosset. Parce qu'on en parle moins, on le connaît à peine, le président d'Israël. Quel est son pouvoir par rapport à Netanyahou? Oui, alors c'est un peu un système à l'allemande, si vous voulez. C'est-à-dire que le pouvoir politique, il appartient au Premier ministre. Le président, lui, il a un rôle plus protocolaire, si vous voulez. Donc c'est une forme d'autorité. C'est une personnalité politique du pays, Isaac Herzog. Il est de gauche. Il est de gauche, mais le pouvoir politique aujourd'hui, il est aux mains de Benjamin Netanyahou. Il n'y a aucun doute là-dessus.